des émergents à présent avec Bruno Vannier à mes côtés en plateau, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Commençons par l'émergent, l'éléphant dans la pièce qu'est la Chine, évidemment. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'intensité, l'ampleur de la reprise économique en Chine à la suite de la réouverture sanitaire. Il y a plein d'indicateurs et de manières de regarder les choses. Déjà, vous étiez sur place il y a quelques semaines, ce qui est déjà quand même une expérience de terrain toujours utile quand on observe la Chine de loin. Bruno, moi ce qui me frappe, c'est l'absence totale d'inflation. On parlait du Japon il y a quelques instants. Même au Japon, il y a plus d'inflation qu'en Chine aujourd'hui. Alors, l'inflation japonaise est bien remontée quand même. C'est une thématique forte qui tient le marché japonais. En Chine, ce n'est pas le cas pour le moment. On est à 0,6% de variation sur le core CPI, donc vraiment sur l'inflation cœur. Et donc une inflation basse qui représente peut-être une demande pas très forte. Et ça, c'est le point négatif, on va dire. Alors, après, ce qu'on peut dire sur l'inflation, c'est souvent un phénomène monétaire, comme on a pu l'observer dans beaucoup d'économies, et que la croissance monétaire en Chine est repartie à la hausse. Et donc, on pourrait estimer quand même que ce chiffre d'inflation devrait repartir, sinon légèrement, en tout cas un petit peu à la hausse. Mais indéniablement, ça a déçu au mois d'avril, au mois de mai, les chiffres qui sont sortis sur la consommation, même si on avait une croissance en glissement annuel d'à peu près 15% sur les ventes de détail, ont déçu, parce que normalement, on s'attendait à un effet de base bien plus fort. Rappelons que le deuxième trimestre 2022, c'est le confinement à Shanghai, donc vraiment, on a un effet de base fort qui aurait dû se traduire par des surprises plus importantes encore. Plus forte sur la reprise économique en Chine et notamment la reprise de la consommation parce que c'est le moteur principal, en tout cas c'est ce que Pékin veut, veut vraiment faire de la relance par la consommation. Il s'aperçoit malheureusement peut-être que c'est pas aussi simple que ça. Rappelons que les reprises tout à fait classiques chinoises sont souvent drivées par une relance de l'infrastructure, de l'investissement, et dirigées sans doute par Pékin, par les provinces, et c'est plus facile de faire ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Le consommateur chinois, il sort quand même d'une période de Covid assez longue. Il a été traumatisé par ça. Il n'a pas été aidé aussi massivement que le consommateur français, américain pendant la période du Covid. Il a vu ses revenus baisser, parce qu'une part non négligeable des revenus des Chinois est variable, et donc forcément dans une année difficile comme 2022, une bonne partie de ces revenus variables ont été coupés. De manière absolue, les revenus ont baissé et l'épargne a énormément monté. Donc il y a une partie vraiment d'épargne de précaution qui a été mise en place. Alors, les gens très positifs, très optimistes sur le marché chinois se disaient que une partie de cette épargne-là allait revenir dans la consommation ou voire sur les marchés. Ça n'a pas été le cas. Non. Donc, non, parce que vous l'avez dit, c'est de l'épargne de précaution. Voilà. C'est pas de l'épargne en trop. Voilà, c'est pas de l'épargne excédentaire, mais c'est de l'épargne de précaution dans un environnement économique qui est pas aussi virulent ou en tout cas dynamique qu'on a pu connaître dans le passé en Chine. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle en l'occurrence. Une croissance moins forte ou en tout cas un excès de croissance qu'on a pu connaître en Chine dans les années 2010 surtout, ne s'est pas traduite forcément par des marchés boursiers très, très dynamiques. Il y a souvent dans cette croissance un gâchis quelque part, et une ponction, je dirais, monétaire qui n'est pas négligeable, qui se traduit aussi par un excès de dette. Donc, on a à corriger tous ces excès du passé dans l'immobilier, l'endettement des provinces qui est aussi assez excessif, assez important, pas forcément excessif dans tous les cas, mais en tout cas important. Et le consommateur, certes, qui est un acteur ou un agent économique plutôt logique, a fait cette épargne de précaution face à cette incertitude. Mais vous dites, effectivement, il ne faut pas aller trop loin quand on extrapole les comportements de consommation qu'on a pu voir en Occident, aux États-Unis, notamment en Europe, post-Covid, avec
avec ce qu'on observe et ce qu'on va continuer d'observer en Chine. Les moteurs sont différents. Vous étiez sur place il y a quelques semaines. Une question, Bruno, est-ce que les schémas ou le comportement du consommateur chinois peut être durablement affecté par cette période de 3 ans très difficile? Est-ce qu'on parle encore du Covid? Nous, on en a reparlé un petit peu sur ce plateau ici à Paris, très loin de la Chine, bien sûr, mais quand on a vu les valeurs du luxe baisser il y a 15 jours, on a vu, alors, entre corrélation, causation, tout ça est un peu compliqué, mais on a vu réapparaître des petites nouvelles sur l'idée que, tiens, il y avait un peu de Covid qui revenait en Chine. C'est des nouvelles qui ne sont pas passées inaperçues ici. Absolument. J'y étais à ce moment-là et de fait, j'ai un meeting dans une conférence qui a été annulée parce que la personne que je devais rencontrer a oui, c'est ça. Oui. Mais franchement, il y a encore ces réflexes, quoi. Franchement, c'est plus un sujet. D'accord. Disons bien que c'est, comme vous le disiez, c'est endémique. Alors ça arrive encore en ce moment, mais là, quasiment les comportements quotidiens sont plus affectés par. Des Chinois ont eu le Covid. Malheureusement, certains ont été touchés de manière plus importante à l'époque, mais globalement c'est endémique, ça arrivera peut-être encore, mais c'est plus un sujet. Il y a un blocage de l'économie lié à ça, c'est vraiment hors de question aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, la situation des marchés chinois aujourd'hui. Historiquement, vous êtes investisseur action dans les émergents, mais vous êtes aussi désormais investisseur obligataire. Est-ce que l'absence d'inflation, pour l'instant, c'est une bonne nouvelle pour l'investisseur obligataire en Chine? Et puis sur la partie action, on a vu quand même une lourde, au fur et à mesure de la déception, on a vu quand même une lourde rechute des indices actions en Chine, Hong Kong notamment, jusqu'à ces derniers jours où on a atteint peut-être des niveaux assez extrêmes d'écart et d'écart relatifs notamment, qui peuvent peut-être changer un peu la donne à court terme. Quelle évaluation vous faites aujourd'hui de la situation du marché chinois? C'est-à-dire que le marché est fortement remonté entre novembre et ça a pris 50%, c'est ça. 50%, dans une perspective vraiment après un excès de pessimisme, on est passé vraiment dans l'excès inverse, l'excès d'optimisme, et depuis on paye pour voir, entre guillemets, parce que effectivement les réalisations économiques de reprise sont peut-être pas aussi fortes qu'on aurait pu l'estimer en début d'année, quoi. Donc le marché corrige, et il corrige de manière assez forte quand même, dans nombre de secteurs, notamment dans les secteurs de la consommation, sur des sociétés qu'on estime être de très grande qualité, quoi. Avec des baisses qui vraiment ramènent ces cours de bourse quasiment au niveau de décembre. Et des niveaux de valorisation qui paraissent extrêmement intéressants au regard même d'une croissance 2023 qui va être relativement bonne pour beaucoup de ces entreprises, quoi, et qui devrait se maintenir sur 2024, c'est moins sûr, mais en tout cas, on a pour certaines sociétés vraiment un horizon qui est plus dégagé, quoi. Donc là, il y a vraiment une opportunité, j'ai envie de dire, par rapport à ces chiffres de croissance et cette baisse des marchés liée à une déception par certains investisseurs et aussi une absence d'autres. Malheureusement, les grands investisseurs, je dirais, long terme américains, eux, ne sont pas revenus. Alors, ils étaient sortis beaucoup l'année dernière, ils ne sont pas revenus. Ils sortent sans doute encore. Est-ce qu'ils vont revenir un jour? C'est une grande question, une question qui reste ouverte, bien évidemment, dans le cadre d'une relation sino-américaine qui reste compliquée, même si marginalement, elle s'est améliorée, je dirais, au cours des dernières semaines. Mais ça reste compliqué, quoi. N'oublions pas que l'année prochaine, on a des élections, élections américaines, qui sont quand même un événement assez important. Et le sujet, en gros, entre taper sur la Chine, ça paye toujours. Facile, Alors après, les deux l'ont fait, donc après c'est plus différenciant d'une certaine manière, quoi. Dans une élection, on veut être différent de notre concurrent. Là, si les démocrates et les républicains se mettent à taper sur la Chine tous les deux, ce sera moins différenciant. C'est une réalité économique alors, de plus en plus. C'est-à-dire que quand on regarde un peu le modèle d'activité de la Chine, alors il y a la stratégie long terme d'une consommation domestique renforcée, etc. Tout ça prend du temps. La stratégie de relance par l'immobilier ou les infrastructures, on a tous compris que ce n'était pas le gros du sujet aujourd'hui pour les autorités chinoises. Il reste quand même le mercantilisme chinois. C'est-à-dire, quand on voit une inflation aussi faible à travers des prix à la production aussi qui sont toujours très très faibles. Quand on voit aussi la faiblesse de la devise, c'est pas une faiblesse historique, mais on est quand même sur des niveaux de faiblesse du yuan contre dollar assez importants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un relais via les exports pour la croissance chinoise qui va être un moteur important de cette croissance? C'est vrai qu'on aurait pu se dire que les exportations chinoises allaient beaucoup baisser dans un contexte, je dirais, pas de récession mondiale, mais en tout cas de moins forte
notamment de l'Occident, et puis aussi d'une relation sino-américaine qui pousse vraiment ces échanges commerciaux plutôt à la baisse, quoi. De fait, à ce point-là, c'est intéressant de constater que 50% du déficit commercial américain était expliqué par la Chine en 2017. Aujourd'hui, c'est 30%. Donc il y a vraiment un décalage quand même important, quoi, qui a été fait, quoi, qui était un sujet de campagne, enfin un sujet de prédilection de la part du président Trump à l'époque, hein. Donc ces exportations ont été redispatchées d'une certaine manière. C'est vrai que les exportations chinoises sont plus diversifiées en termes de destination. Et ce qu'on appelle le global sud, c'est-à-dire le monde les pays occidentaux, a beaucoup augmenté en termes de part des exportations chinoises. La Russie y compris, quoi. Mais pas que. On le voit dans le domaine automobile. La Chine est devenue le plus gros exportateur aujourd'hui au monde de voitures. Alors, ce sont sur les derniers chiffres, sur une moyenne 12 mois. Et les États-Unis sont un gros acheteur d'automobiles chinoises, même si ça paraît un peu surprenant, hein. Donc il y a je dirais, une pérennité quand même du modèle exportateur chinois, certes un petit peu aidé à très court terme par la baisse du renminbi, vous l'avez évoqué, qui est plutôt lié vraiment à la hausse du dollar récente, hein. Le dollar est remonté un peu si je le fais contre euro, entre 1,10 et 1,06, 1,07. Donc une baisse légère du renminbi dans un contexte où le renminbi globalement était plutôt une devise assez forte, quoi. Là, il perd un petit peu de sa superbe, hein. Il y a un marché dont il faut qu'on parle, c'est le marché de la Corée du Sud. Alors, qui fait partie de la sphère émergente, c'est toujours une forme d'étonnement pour moi de me dire que la Corée du Sud est pour les financiers un pays émergent ou en tout cas intégré comme tel. Je regardais la performance du KOSPI, donc qui est l'indice coréen de référence. C'est dans la sphère émergente et même d'ailleurs dans les marchés globaux dans l'ensemble, c'est quand même une performance qui se distingue. Qui se distingue en yuan, alors voilà, parce que le yuan a quand même bien baissé. Les exportations asiatiques, hein, quand on regarde les exportations techno, c'est surtout la Corée et Taïwan. Bien sûr, la Chine en fait partie, mais c'est surtout Corée et Taïwan, avec un prix du dirham, de la mémoire, en fait, qui a beaucoup baissé. Les exportations coréennes ont baissé énormément. Le dirham baisse, le pétrole, même s'il a baissé, il baisse moins. Donc, quelque part, la Corée, ça achète du pétrole et ça dirham. On regarde les cours se croisent, et on explique à peu près à 80% le mouvement sur la devise. Donc, la devise a baissé. Pour moi, aujourd'hui, c'est une devise à acheter, quoi, clairement, quoi. De même que le dirham est en train de faire... le dirham qui n'est pas la monnaie... Oui, la valeur, la mémoire vive, le prix de la mémoire vive. Le prix de la mémoire vive est en train de faire son plus bas et remonter légèrement sur le prix spot. Les prix contrats sont repartis également à la hausse. Et on voit déjà les chiffres des exportations coréennes et taïwanaises, pour des raisons un peu différentes, repartir. Donc là, on a un cas d'investissement extrêmement puissant sur des sociétés comme Hynix, comme Samsung en Corée, qui sont les deux plus gros fabricants mondiaux de mémoire, et également de TSMC à Taïwan, qui est l'acteur principal dans la fonderie de semi-conducteurs, qui est le jeu, j'ai envie de dire, le plus intéressant pour nous, pour jouer cette expansion monumentale de l'intelligence artificielle. Alors voilà, oui, parce que j'allais dire, il faut bien en parler. Oui, ce thème de la tech du semi-conducteur coréen ou taïwanais, il converge directement avec l'obsession du marché désormais autour de l'IA générative. Absolument. Alors, ces titres ont déjà monté, ils n'ont pas fait 100% comme Nvidia. C'est pas Nvidia, d'accord. Non, c'est pas Nvidia encore, quoi. Mais Nvidia, c'est un designer de chips. Ah oui, c'est pas le même positionnement. Exactement. Bien sûr. Donc la valeur chez Nvidia est indéniable. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais Nvidia fait fabriquer ces chips par qui? Par TSMC, en très très grande partie Samsung dans une moindre mesure. Donc clairement, les acteurs taïwanais du secteur en profitent. Et pas que, il y a aussi d'autres dans la chaîne de production, il y a d'autres sociétés taïwanaises qui en profitent beaucoup et qui performent bien sûr très bien, quoi. Mais le gros, c'est vraiment c'est Samsung qui parce qu'encore beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont très prudents sur l'évolution du prix de la mémoire. C'est que la mémoire, c'est surtout... On a eu une consommation très forte dans les téléphones, dans les smartphones, dans les PC, la forte hausse du PC pendant les confinements.
tout ça, cette demande-là a beaucoup baissé, qui explique vraiment le bas de cycle. On est dans le retour de bâton assez violent du boom Covid. Assez violent. Alors, on voit émerger bien sûr une demande très forte liée aux serveurs, liés à l'intelligence artificielle, et c'est ça qui est le nouveau driver, j'ai envie de dire, de la demande, quoi. Dans un contexte où la production a baissé, où même les capacités, enfin les investissements de capacité ont été revus massivement à la baisse. Donc on arrive dans ce qu'on appelle un short squeeze, qui va arriver, à mon avis, au cours du 2e, 3e, 4e trimestre 2023, qui va expliquer sans doute une très belle performance de la part de Samsung et de Hynix. C'est un thème pour l'instant purement hard tech, semi-conducteur, ou est-ce que... Oui, alors... C'est déjà une bonne partie, mais où est-ce que c'est un thème IA génératif qui va déjà au-delà de ce segment de la hard tech ? Pour le moment, ça reste à ce niveau-là. Alors c'est vrai que dans le segment plus soft, c'est plus difficile déjà. Et d'une part, là, on risque d'être confronté à des réglementations qui ne sont pas simples à anticiper aujourd'hui. Chaque pays va avoir bien sûr une opinion peut-être très différente, peut-être en tout cas très drastique sur l'intelligence artificielle. Mais d'ores et déjà, des sociétés dans l'Internet, Tencent en Chine, et on dit souvent que Tencent peut être potentiellement un grand bénéficiaire de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur les marchés émergents. Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui était avec nous, l'invité de cette demi-heure de Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.